CEDAF. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? C'est ce qu'il avait fait au début. Non, je crois que c'était un complément du travail sur les planches en 4 cases. Et c'est le traitement différent en dessin et c'est sur toile. Aussi. Une promenade radiophonique avec Nilso. C'est ça qui est rigolo avec lui. Là, c'est un côté Garner, qui est aussi un roi du minimalisme. Ouais. Chapitre 5. Mais je trouve ça assez marrant parce qu'il y a une... Je suis l'homme œuf. Ah sur, ouais. sur le minimal et c'est l'espèce de, tu sais, de réflexion un peu formelle, très minimaliste. Ah bah oui, mais c'est... Il y a un truc assez liégeois. Je sais pas si tu connais Jacques Lizen, artiste de la médiocrité de Liège, grand artiste de la médiocrité. Il y a toujours aussi, comme chez José, là, ce qui revient assez souvent, c'est cette histoire d'échec à semi-assumé, tu vois. Minable, il y a ce côté aussi de décortiquage de... même pas un décortiquage, c'est plus compliqué qu'un jeu formel, je trouve que c'est assez marrant, ce que j'explique dans le texte de José. Il y a une manière de se mettre à nu toute la mécanique de la bande dessinée, et que cette mécanique sert de poésie à l'histoire. Mais il est belge, lui ? Ah, il est liégeois, ouais. Ah ouais, Parando, il est ouais. liégeois. Ouais. Ah ouais. C'est ça qui me manquait quand j'ai découvert son boulot, parce que après, quand j'ai connu les liégeois... Ouais. Avec Aurélie William Levaux, Mikos et tout ça ou les... Ouais, avec eux, Ouais. mais j'ai très peu communiqué avec Aurélie William Levaux, juste un peu. Je l'ai vue, elle était venue à Rennes. Et c'était incroyable, mais c'était surtout avec... Et j'ai oublié son nom. Bosselet. Non, c'est celle qui est super calme, là, qui est dans Alice Lorenzi. Alice Lorenzi. Ouais. Alice Lorenzi. C'est un de mes trucs préférés, Alice Lorenzi. Et c'est elle qui m'a dit, les liégeois, ils ont un côté fou. Il y a une forme de folie typiquement liégeoise. Ouais. C'est vachement bien. C'est hyper bien, ça fonctionne. C'est un entretien qu'on a fait avec Ouais. José. C'est très bien aussi, on a fait tout un truc sur les chansons des Beatles aussi. On parle de ça, de l'invention du personnage de Eggman. Et il y avait tout un truc aussi. Et ça serait peut-être pour un article. Il est comme Anne Simon, il s'inspire des Beatles. Ouais. C'est eux qu'il faudrait les faire se rencontrer tous les deux et parler de ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, c'était qu'on avait, en lisant un truc sur la théorie du jeu, en mathématiques, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le paradoxe de Parando, qui est le nom d'un mathématicien, et c'est un truc sur la théorie du jeu, et c'est assez marrant, ça revient à cette notion d'échec. Alors, si je me rappelle bien, ça veut dire que c'est si tu appliques 2 fois de suite une méthode pour perdre aux échecs, tu as de grandes chances de gagner. Tu vois, c'est miser perdant pour remporter, mais 2 fois perdant pour gagner, quoi. C'est fou, je l'ai fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, à quelle occasion? Je l'ai raconté hier soir. En fait, j'avais 17 ans, je fais un voyage en Angleterre. Et le type avec qui j'ai fait le voyage, il m'a abandonné chez son oncle, un chirurgien à la retraite, qui était taré d'échecs. Il fallait jouer tous les jours avec lui, le soir. J'étais logé gratos et tout, j'étais dans le Norfolk, la baraque était géniale et tout. Donc j'ai accepté, j'aimais bien jouer aux échecs, mais j'ai jamais appris toutes les combinaisons par cœur dans les bouquins et tout, j'ai toujours joué à l'instinct. Mais il était tellement hyper fort qu'il prenait un handicap au début, mais il m'écrasait à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que je livrais mes plus belles pièces en pâture, et je jouais hyper vite, mais pour perdre. Et au lieu de se rendre compte de la stratégie, il a foncé. Ok, et donc tu as fait des choses... évidemment, j'ai fait le coup de la tour, quoi. À un moment donné, j'avais toutes mes pièces étaient barrées. Et lui, il avait laissé son roi pour bouffer tout. Et j'ai juste mis la tour au bout, quoi. Il est devenu fou. Et il m'a insulté, il m'a dit, c'est pas correct. Moi, j'ai pris un handicap au début pour jouer contre toi. Et donc, ça se vérifie. Parce qu'il y a une espèce de... Tu peux pas jouer mal quand tu es un joueur d'échecs comme lui, qui est un champion anglais, balèze, quoi. Tu peux pas jouer mal, mais tu peux devenir fou. Tu peux perdre le cap. Et je pense que dans tous les sports, tu peux avoir ça. La tension au tennis. Moi, je l'ai vu quand on faisait du funboard aussi. Mon père faisait des compétitions de voilier télécommandées, par exemple. Et à chaque fois qu'il arrivait dans un lieu où personne ne le connaissait, il gagnait. La 2e ou 3e fois, les gens voyaient comment c'est parce qu'il jouait, il faisait les régates
de manière discrète. Donc il n'était pas pris dans les stratégies. Il échappait aux stratégies. Donc là, tu peux faire un dernier bord et puis passer tout le monde. C'est ça la définition. Le paradoxe de Parando est un paradoxe de la théorie des jeux qui est bien souvent décrit comme une stratégie qui gagne avec des jeux perdants. Ouais. Voilà. Accepter, c'est une espèce de forme presque suicidaire, mais contrôlée. Ouais. Mais c'est vrai que moi je l'ai fait, ça c'est sûr. Il y a une intuition, on en parlait aussi sans citer de nom avec un virtuose là, qui est tellement fort qu'il imagine que les autres sont forcément moins forts. Donc à force de les imaginer moins forts, ils imaginent complètement mésintelligents. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement mésintelligent. Et il y a toujours le recours du faible de jouer là sur ce... tu peux avoir une stratégie même si tu es faible face à un fort. T'as pas l'impression que t'es arrivé, toi ? C'est vrai, j'ai l'impression qu'ils se prennent la tête sur un truc qui était bien tout à l'heure. Bah oui. Mais il faut pas leur dire parce que... Non. Non, c'est quand je suis arrivé, j'avais l'impression que c'était parfait, mais... Oui, ben là on a touché un truc et puis ça devient de moins en moins parfait en fait. Et quand on fait les BD, c'est pareil. Savoir s'arrêter. Tu fais sauter une page et t'as tout le bouquin, tu dois refaire tout le livre. Moi, je m'interroge sur comment tu arrives à rendre ça imprimé. C'est vachement bien en original. C'est de la toile, t'as vu ? Ouais, mais tous ces nuances de gris, je pense que en impression, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. C'est de la couleur en fait. C'est un quadri, ça doit être imprimé en quadri ça. Techniquement, on enlèverait le cadre. C'est génial ça. Ça, c'est une des meilleures. Cette série-là ? Ça, c'est incroyable. J'aime beaucoup celle-là. C'était Barba Papa. Putain. Et tu vois, tu disais côté Barba Papa, on avait vachement pensé aussi à M le magicien. Ouais. Mathieu, tu as ce forme de truc là, de ce genre de choses là. Oui, et puis la linéa. Ouais. Il y a vraiment ce truc. On parlait des paysages et de la portée, on va dire. C'est parfait. On pourra pas faire pire. Ah si, c'est bien. C'est bien là. C'est bien là. Non, c'est très bien. C'était bien. Et on parlait de paysage mental. Oui, c'est ça, l'image mentale. Voilà, et donc il y a toujours... Toi, le paysage mental chez José, c'est ça, quoi. C'est une ligne, et tu rajoutes juste un petit élément par-dessus. C'est rare qu'il y ait d'autres choses que... Là, je pense que tu as l'impression que... Et même, je crois qu'il me l'a dit. Je commence à découvrir qu'on peut faire de la perspective en bande dessinée. Tu sais, qu'on peut arriver à faire de la profondeur de champ. Mais sinon, c'est que ça, hein. Ouais, c'est bizarre. T'as vraiment dit ça. Ouais. Pas que lui, pour la base, je crois, du début, hein, si je me rappelle bien, c'était de faire vraiment un trait et après un... Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est l'idée que tu pars d'une grammaire la plus simple possible ? C'est la fameuse phrase de Godard là, qu'il a fait dans l'interview Instagram pendant le confinement, qui est géniale. Pendant 2h30, il est là. Et en fait, par moments, c'est fulgurant. Et il dit, de toute façon, on part d'une base trop complexe. Ouais. Le monde n'est pas si compliqué que ça, mais nous, on part d'une base complexe parce que déjà, l'alphabet, il y a trop de lettres. Ouais. Ça dit tout. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'en BD, il y a trop de... c'est pas qu'il y a trop, mais moi, je pense que je comprends ce qu'il veut dire. J'ai répondu à une interview pour la médiathèque Bacla Babel. Ils m'ont demandé, ils me posaient 3-4 questions, et puis à un moment donné, ils me disent: est-ce que vous avez changé de style depuis le début ? Je me dis: comment
comment ils ont compris ça? Non, pas du tout. Je dis, j'ai le même crayon, même papier, j'ai jamais changé de style. Parce que déjà, ça, en une vie, tu n'es même pas sûr de comprendre le système dans lequel tu bosses. Ouais. Et lui, ça doit être un peu ça. C'est marrant, pour les mêmes crayons et les mêmes stylos, c'est Fabio, il me disait qu'il était sensible au terme d'établi. Tu vois, il se met pour dessiner, il a comme un menuisier, je sais pas, il a son établi avec son matos qui est toujours la même chose, pareil pour écrire. Il a un poste de travail. Voilà, la musique c'est pareil, il n'a plus qu'à... Il arrive, il va pas chercher de nouveaux matériels, je pense qu'il a déjà tout ce qui lui permet d'être correct pour faire au moins ses démos, ce genre comme ça. Et il s'y met, voilà. Mais c'est comme un artisan, ça. Oui, mais il y a aussi une idée établie, tu as aussi un lieu. Tu vois, tu as du matériel et un lieu, quoi. Ce qui n'est pas mon cas, moi. Mais toi, ton lieu, il se crée par rapport au matériel. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir ton matériel sur toi. Ouais, c'est ça. C'est comme... il y a pas mal d'auteurs qui font ça, ou d'écrivains. Tu as ta boîte, et Ronald, il fait ça aussi. J'ai la tablette graphique qui va avec l'ordinateur dans la trousse. Une boîte qui vient de mon papa avec les loupes, les loupes bizarres. Les 2 Rotrings sont dedans et tout. Et je mets ça dans mon sac. Et j'ai pas besoin de rien d'autre. Okay. Et il y a toujours le même carnet. Et voilà. Mais après, si tu as une technique, déjà si tu as de la peinture, des godets, de l'eau, etc., tu es obligé d'avoir... C'est bien d'avoir un pupitre pour le dos. Il y a beaucoup de dessinateurs qui disent qu'il faut bosser debout avec un plan incliné aussi, comme chez Starbrand, etc. Il y a certains dessins que tu ne peux pas faire si tu es assis à ton bureau et tu travailles à plat, parce que tout est déformé et en fait, tu n'arrives jamais à rien. Donc il y a un minimum d'inclinaison. Bah oui. Mais après, les gens le font pas parce que le crayon roule. Alors, tu peux pas le poser. Tu vois, à Angoulême, il y a des tables à dessin Corail qui peuvent s'incliner. Personne ne les utilise parce que le crayon roule. Alors t'es jeune, tu le fais pas, mais après, t'es vieux, t'as mal au dos et tu le fais toujours pas. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Comment tu fais pour les très grands formats là? Dans mon lit. Dans mon lit, j'ai un grand carton, je fixe, et puis je m'allonge sur le lit et puis je tourne en fonction de la lumière du jour. Proposé par Henri Landré. Je dessine, je tourne le truc. Parce que comme ça fait une surface plane et puis un endroit qui est isolé. Quand mon gamin se balade, il ne va pas monter sur le lit, j'ai le temps de réagir. Alors que si je suis à mon bureau avec ça ou par terre, dessus. Bah oui, puis voilà, et puis c'est normal. J'ai pas d'atelier, je suis obligé de me débrouiller comme ça. Une production du festival Formula Bula. Un enregistrement réalisé à la médiathèque Françoise Sagan, dans le 10e arrondissement de Paris, le jeudi 1er octobre 2020, avec Nilso, Thomas Bernard et Raphaël Bardon.